Vivre à crédit est devenu la règle des sociétés modernes. Défiscalisation, baisse des taux d'intérêt. Pour relancer la croissance, les gouvernements européens misent sur une accession facilitée au crédit. Tout est fait pour donner l'illusion aux particuliers qu'ils peuvent augmenter leur pouvoir d'achat et que cela n'aura pas de conséquences. Au moment du passage à l'euro, le recours au crédit est ainsi apparu comme un moyen de compenser l'impact de l'inflation sur les budgets familiaux. Mais le crédit peut-il soutenir la consommation sans conduire au surendettement ? En Espagne, la flambée des prix de l'immobilier a eu pour conséquence d'allonger de manière considérable la durée des prêts. Devant le risque que représentent ces crédits à long terme, les ménages se sont vus proposer des prêts à taux variables indexés sur l'Euribor, le taux de référence du marché monétaire européen. En théorie, tout devrait aller bien. Sauf si le marché de l'immobilier s'effondre. On vit dans une culture où tout le monde achète. Tous nos amis, les gens qu'on connaît, tout le monde est propriétaire de son logement. On ne s'est pas posé beaucoup de questions au moment d'acheter. On a seulement regardé si on pourrait rembourser les mensualités. On n'a pas vraiment regardé les conditions. Tout ce qu'on voulait savoir, c'était combien la banque allait prendre pour ouvrir le crédit, quelle serait la pénalité si on vendait l'appartement avant d'avoir fini de le rembourser, et la somme qu'on aurait à rembourser chaque mois, le taux d'intérêt, l'Euribor, etc. On a un crédit revolving. Si on veut, on peut se servir de la partie du capital déjà amortie. Pour le moment, on ne pense pas le faire. On ne veut pas dépenser plus. Par contre, je ne me souviens pas si on avait une durée de remboursement maximum. Si, on s'est engagé sur 30 ans. Oui, on s'est engagé sur 30 ans, avec un taux d'intérêt indexé sur l'Euribor, plus 0,75%. Résultat, je serai à la retraite, j'aurai 69 ans quand je devrais verser ma dernière mensualité. J'espère que d'ici là, j'aurai fini de payer. Sinon, Meyer, tu vas devoir continuer à travailler pour rembourser. En 2 ans, on n'a amorti que 12 000 euros de notre emprunt. Mais on a payé plus, bien sûr. J'imagine que si on ne peut plus payer, la banque gardera l'appartement. Mais les banques ne voudront pas se retrouver avec des appartements qui valent moins que ce qu'elles ont prêté. Cette histoire de crédit nous inquiète vraiment parce qu'on ne sait pas comment ça va finir. Mais on a acheté au bon moment, quand le taux d'intérêt était bas. Et puis à ce moment-là, on n'était pas très informés. Maintenant, si, les gens sont très alarmistes. Ils réfléchissent à 2 fois avant de choisir entre le prêt à taux fixe et le prêt à taux variable que nous, on a choisi, comme la majorité des Espagnols d'ailleurs. À l'époque, la question ne se posait pas. Personne ne conseillait d'emprunter à taux fixe parce que l'Euribor risquait de monter. Alors que l'an dernier, on avait des mensualités de 1 300 euros, maintenant, on se retrouve à rembourser 1 480 euros par mois. En 1 an, le taux d'intérêt est passé de 3,5% à 4,8%, ce qui nous fait 180 euros de plus chaque mois. Dans les conditions de notre prêt, il est prévu que le taux d'intérêt ne dépasse pas les 8%. Pour nous, c'est une bonne nouvelle parce qu'on pensait qu'il pouvait continuer à augmenter indéfiniment. Mais un taux à 8%, ça équivaut quand même à doubler le montant des intérêts.
J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Dans tous les cas, si on ne peut plus payer, on a un plan B. Et même un plan C, on irait chez ma mère. On peut aussi retourner au village. Vous avez comblé combien de fois votre découvert jusqu'à présent? 10 mois sur 12. Parce que là, vous avez encore des économies, mais quand les économies vont se tarir, vous allez le combler comment, votre découvert? Qu'est-ce que vous avez voulu compenser depuis le divorce? Mais malgré tout, moi, quand je regarde l'historique de votre dossier, ne serait-ce que chez nous, en 2005, vous souscrivez un nouveau crédit pour vous demander 10 000 €. Donc, comment vous allez faire? Parce que ça dépend de vous. Le découvert, moi, je ne vais pas pouvoir tous les mois trouver une solution à votre place pour ce découvert. Donc, quelle est la solution que vous allez vous trouver personnellement? Mais vous me dites, ma fille aînée a coûté plus cher que ma fille cadette. D'accord, mais c'est vrai que nous, on a besoin de se projeter un petit peu dans l'avenir ensemble en se disant, si je vous propose une solution de paiement plus avantageuse, et qu'effectivement, vous continuez à ne pas prévoir les cadeaux qui vous coûtent relativement cher, si vous continuez à un moment donné à vous dire je veux faire plaisir à mes filles et finalement moi j'ai pas assez d'argent dans le mois donc je vais prendre sur un crédit, ce que je vais vous faire gagner aujourd'hui, vous allez le perdre d'un autre côté et on va repartir sur la même situation. Donc qu'est-ce que vous allez vous personnellement mettre en œuvre au-delà de la solution que je peux vous proposer pour qu'effectivement des situations comme celle que vous vivez aujourd'hui ne se reproduisent pas? Allô? Madame Fried. Oui, allô? Oui, bonjour, Florence Philippot, Banque Casino. Je vous rappelle donc comme convenu, suite à l'étude que nous avons faite ensemble concernant le regroupement de vos crédits pour un allègement de vos mensualités. Voilà, c'est ça, oui. D'accord, vous avez bien 5 minutes à m'accorder pour que je vous dise ce que nous pouvons vous proposer? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, par rapport aux éléments que vous m'aviez communiqués et aux difficultés financières que vous rencontriez maintenant, moi, j'ai refait un point global de votre budget. Je l'ai présenté à notre commission de façon à voir ce que l'on pouvait faire pour diminuer vos mensualités. D'accord. Donc à ce jour, entre les trois comptes que vous m'avez donnés, qui se situent donc chez Banque Casino et chez Mediatis, vous avez une mensualité globale de 518 €. D'accord. C'est ça, oui. Demain, ce que je peux vous proposer, c'est de regrouper ces trois crédits en un seul et unique, ce qui vous ferait des mensualités d'un montant de 361,07 € pendant une période de 8 ans. Est-ce que cela pourrait vous convenir ? Oui. En sachant que c'est pratiquement 200 € de moins. Ça vous fait 157 € effectivement de moins par mois. D'accord. Écoutez, pas de problème. Voilà, donc ce sera sur une période de 8 ans et je vous rappelle bien qu'à partir de maintenant, vous ne pouvez plus utiliser ces trois crédits puisque je vais mettre une opposition dessus suite au rachat que vous venons de faire ensemble. D'accord. Voilà. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre accueil. Je vous souhaite une bonne journée, madame. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir. Rien n'interdit d'utiliser le crédit, au contraire, pour boucler des fins de mois un peu difficiles ou pour faire face à un coup dur. Dans l'objet même du crédit, le crédit permet à certains moments de jouer la jonction entre un moment difficile dans son budget et un moment un tout petit peu plus aisé. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il ne doit pas servir à boucler les fins de mois. Si effectivement il est en permanence utilisé pour boucler les fins de mois pendant une durée indéterminée, c'est comme un découvert d'ailleurs, c'est exactement le même principe, c'est qu'il y a un problème structurel dans votre budget. C'est joli ces petites maisons là. Les machins en plastique. Ouais, c'est joli ça. J'ai lâché prise quelques temps et maintenant pour monter le bord de la piscine, c'est glissant quoi. C'est très glissant, j'arrive plus à remonter quoi.
Moi, ma vie, elle était, voilà, je gagnais bien ma vie, tout était parti pour que ça aille très bien. Et il est arrivé une chose qui arrive, je pense, assez fréquemment, quoi. C'est ce que je vois en tout cas, c'est qu'on s'est séparés, et voilà, quoi. Il y a eu une cassure dans cette vie-là, et voilà, quoi. Voilà. Expliquer ça. Parce qu'en fait, on avait pris une maison avec l'ami avec qui j'étais, et on n'avait pas de meubles tous les deux. Donc il a bien fallu acheter des meubles. Pour acheter des meubles, en gros, c'est-à-dire tout ce qu'il faut dans une maison, il faut faire un crédit parce que c'est pas possible de payer cash. Ça, c'était le premier crédit. Le deuxième crédit, c'était une voiture, puisque voilà, j'avais 25 minutes de route chaque jour à faire aller, 25 minutes de retour tous les jours, donc il fallait que je m'achète une petite voiture, puisque j'avais une 2 chevaux et j'avais attrapé un accident et j'ai plus de voiture, donc... Patch, viens là. Allez, viens. À partir du moment où j'ai perdu mon travail, j'arrivais plus à subvenir à ces 2 crédits, on va dire, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de crédits, il y en avait que 2. Voilà, en 2 mois de temps, j'ai sombré du jour au lendemain à cause de ça, quoi. Donc voilà, quoi. Dès que j'ai commencé à voir qu'il y avait un problème et que ça a commencé à devenir plus tolérable ni rien, quoi. Donc j'ai été voir ce banquier pour vite trouver une solution, quoi. Donc voilà, et le banquier m'a dit, mais Nicolas, faut pas s'inquiéter, ça arrive à beaucoup de gens, ça arrive d'avoir des problèmes dans sa vie, on n'est pas à l'abri, donc t'inquiète pas, je vais te refaire un crédit qui va englober tout ça, et puis tu vas pouvoir t'en sortir, et voilà, quoi, ça te fera un petit apport d'argent de côté, et puis voilà, quoi, tu pourras subvenir à tes besoins en attendant de retrouver un logement et tout ça, quoi. Donc moi, le banquier, c'était une personne que... c'est quand même la personne qui gère votre vie, qui gère votre compte, c'est quand même quelqu'un... si on n'a pas confiance en son banquier, on a confiance en qui? Donc moi, j'ai fait confiance. J'ai signé, très content que ça allait se débloquer tout ça, quoi. Et au jour d'aujourd'hui, je me suis aperçu qu'en fait, le papier que j'ai signé, c'est un crédit à un taux de pratiquement 19%, quoi. Donc non seulement ça n'a rien résolu du tout, mais ça m'a encore plus mis dans le caca. Voilà. C'est quand même quelque chose de... Voilà, on a vraiment l'impression que la personne était là pour faire de l'argent, et puis c'est tout, quoi. Lui, ça lui a permis peut-être de se faire bien voir dans sa hiérarchie. Moi pas. Moi pas. Donc voilà le seul logement que je peux me payer en France aujourd'hui en travaillant et en ayant un salaire de 1 200 € par mois. Voilà ce que j'arrive à me payer, quoi. C'est tout ce que j'ai, et voilà, qui est sans eau courante, avec le minimum en électricité, et puis voilà, quoi. Donc une caravane d'été qui est pas isolée du froid, et puis voilà, qui commence à pourrir, sérieusement, voilà. On peut dire. Notre société fabrique de plus en plus d'exclus, et ce sont les chiffres du surendettement qui rendent visible cette fragilisation sociale. 1 500 000 Français, 2 800 000 Allemands sont déjà concernés, et toujours plus de chômeurs, de mal logés, de travailleurs précaires ou de salariés du bas de l'échelle viennent grossir les statistiques. Contre ce qui apparaît comme une nouvelle forme de discrimination sociale, le secteur bancaire européen n'offre pas de réponse adaptée. Aux États-Unis, une loi a été votée qui s'appelle le Community Reinvestment Act, ou CRA, c'est plus simple, qui oblige les banques à démontrer qu'elles ne pratiquent pas de ségrégation vis-à-vis des communautés dites défavorisées. Donc à l'origine, ça a surtout prévalu pour les communautés noires et asiatiques, et voire hispaniques, auxquelles les banques ne prêtaient pas ou prêtaient moins, et pas forcément sur des principes de rentabilité économique ou de véritable gestion du risque. Il y avait un vrai problème de discrimination. Donc le pouvoir
République a mis en place cette loi qui évalue les banques par rapport à leurs pratiques. C'est-à-dire les banques doivent démontrer qu'elles prêtent aux ménages, qu'elles prêtent aux communautés, qu'elles prêtent aux associations de développement local. Et que si elles ne prêtent pas, elles le font véritablement parce que économiquement, ce n'est pas possible. Et en contrepartie de cela, vous avez un certain nombre de contraintes qui pèsent sur les banques qui ne jouent pas le jeu. Vous pouvez avoir des amendes, vous pouvez avoir l'interdiction de recourir au refinancement public, vous pouvez avoir l'interdiction de fusionner. Et les banques, par crainte de la publicité négative qui pourrait leur être faite si elles avaient une mauvaise note en termes de community development, et aussi en raison du coût qu'il y a pour elles à démontrer qu'elles ont des pratiques responsables, se sont mises à développer justement ces fameuses pratiques et de trouver le moyen d'atteindre ces populations de manière rentable. En France, ce qui se passe, c'est que les banques, confrontées à des contraintes de rentabilité et de maîtrise du risque croissantes, elles ont pour une large part automatisé leur méthode d'évaluation du risque. C'est ce qui s'appelle le scoring. Le scoring, c'est une méthode qui calcule le niveau de risque que vous représentez pour la banque. Alors c'est en fonction d'éléments socio-économiques, l'âge, les ressources, nature des ressources, ce genre de choses-là. Et donc c'est extrêmement efficace. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui les banques françaises sont aussi rentables, c'est qu'elles parviennent, pour un coût relativement réduit, à évaluer très finement le niveau de risque des prêts qu'elles font. Le problème de cette méthode d'octroi, c'est son efficacité en même temps, c'est-à-dire que les banques se sont appuyées de plus en plus sur cet outil-là. Et du coup, une fois que le crédit est octroyé, il n'y a pas de relation véritablement de confiance qui s'établit entre le banquier et son client. Ce qui fait qu'ensuite, quand la relation va se dérouler, si le client est confronté à des difficultés, sa réaction première, ça ne sera pas toujours d'aller voir son banquier pour lui dire « ben voilà, j'ai tel type de problème pour rembourser, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution ?» Parce qu'il va avoir peur que la banque applique ces systèmes automatisés de gestion et soit elle sanctionne uniquement, soit elle lui retire son chéquier ou sa carte. Donc il va trouver des solutions qui va penser être des bonnes solutions, mais qui vont être des solutions de court terme. Donc par exemple, pour faire face à son découvert qui se creuse, il va aller souscrire un crédit revolving. Puis quand il va voir que le crédit revolving, ça ne marche pas trop, il va aller en souscrire un deuxième pour couvrir les frais du premier. Et ainsi de suite, et ça va être l'escalade. Madame Valérie Vanès, approchez s'il vous plaît, madame. EFICO Soreco, Casa France. Monsieur Xavier Baudillon, donc SCP Roudet, Crédit Agricole, EDF GDF, Jiffy, France Télécom, Super U, Centre Régional de Poursuite, Abba Presse Auto, AGF Assurance, Orange France Service, Joueland, SARL District Georges, Vétir, Trésorerie de Sainte-Banlieue, Trésorerie municipale, Trésorerie de La Rochelle, personne d'autre. Bien. Donc la procédure avait été ouverte en rétablissement personnel le 13 novembre 2006. Et il y avait cette période d'inventaire dont on avait parlé. Quelle est votre situation à l'heure actuelle? Je suis en contrat d'avenir. Toujours. Oui. Vous interrogé sur la pérennité du contrat d'avenir, si je me souviens bien. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez davantage d'assurance? Toujours pas, toujours pas. Je sais que je suis là pour 2 ans, jusqu'à septembre 2008. Oui. Et après, j'ai rien de garantie avec ce collège, en tout cas. D'accord. Donc là, je suis suivie par la mission locale et pour mettre en place mon projet professionnel. Donc pour l'instant, j'en suis là. Votre salaire, c'est toujours 931 €? Non, au total, c'est 768 € de salaire. 768. Et j'ai 300 € d'allocation au total. Le loyer, c'est à combien aujourd'hui? 32,97 €. C'est ce qui reste à votre charge? Oui. Quelle est la position de votre client? La position de mon client est elle aussi la même que ce qui avait été indiqué dans le cadre de la procédure, à savoir que lui était propriétaire mais avec un emprunt qui était calculé de telle sorte que le loyer lui permette de régler et que le non-paiement et l'effacement éventuel de la dette commençait à lui poser et continuera à lui poser des difficultés au regard de son budget à lui, puisque je vous avais mis ces justificatifs de revenus qui sont de l'ordre de 1 200 € par mois. Donc on est aussi du côté du propriétaire dans une situation qui n'est pas évidente. D'accord. Il n'y a pas eu d'autres dettes depuis? Non. Si la procédure se termine, comme c'est probable, par un constat de ce que vous n'avez pas les moyens de faire face à votre endettement, ça voudra dire un effacement des dettes. Alors, effacement, ça veut pas dire que vous pourriez recommencer à faire nouvelle dette. C'est repartir sur des bases plus saines, même si vous voyez que ça cause préjudice au moins au bailleur, qui lui aussi
perd une partie de sa créance. D'accord. Voilà. C'est clair pour vous? Oui. Donc le jugement sera rendu le 7 mai, vous sera adressé directement chez vous. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Dufroy Bernard. Oui, tout à fait, il est là, oui. EDF, GDF Périgny, SCP Beaumont-Guillou, AGF, Crédit Agricole, Trésorerie de Surgère, CRVM Gaz au Mois, Covefi, Monabank, MSA Charente-Maritime. Tous ceux qui imaginent qu'on a intérêt, et j'ai déjà entendu ce discours, que les établissements de crédit ou les banques auraient intérêt à générer du surendettement, méconnaissent totalement les contours économiques de notre métier, puisque le surendettement va nous coûter extrêmement cher. C'est pour cela qu'on n'a pas intérêt à surendetter des clients, comme on le dit. Alors ça coûte cher sur plusieurs niveaux. D'abord parce que il est clair que notre créance va être révisée dans l'ensemble de ses modalités, dans la durée, dans le taux, avec des baisses de taux considérables. Ensuite, ça va avoir un coût sur nos propres structures, puisqu'il va falloir mettre en œuvre et mettre en place des équipes supplémentaires qui vont gérer la négociation avec la Banque de France, la gestion du plan, plus l'accompagnement dans les durées que je vous évoquais tout à l'heure. Et puis il y a le portage de la créance, puisque cet argent qui ne nous est pas remboursé et qui est gelé, il va bien falloir qu'on l'ait, nous, puisqu'il faut l'acheter au marché financier, et donc on le paie, plus un certain nombre de coûts indirects qui vont grever la rentabilité du dossier, proprement dit. Et alors, le dernier élément, c'est que ces clients sont exclus du système pendant 10 ans et ne peuvent plus avoir accès au crédit. Alors, nous, ce qu'on préconise depuis quelques années, c'est de dire, plutôt que de gloser sur la responsabilité du prêteur, et de dire tout est de la responsabilité du prêteur, donner au prêteur les moyens d'exercer sa responsabilité. Et donc, il faut mettre en place et lui permettre d'obtenir un certain nombre d'outils qui lui permettent de connaître à la fois la nature des engagements d'un client, etc. Je crois qu'il y a un débat en France sur l'utilisation du fichier positif parce qu'on considère que ça peut être une atteinte aux libertés individuelles, etc. Donc, le débat est lancé. Nous, on a lancé le débat il y a quelques années sur cette responsabilité du prêteur. Aujourd'hui, donner les moyens au prêteur d'exercer sa responsabilité, c'est le discours qu'on a tenu au pouvoir public. Aujourd'hui, on considère que ce débat doit être pris en charge par les pouvoirs publics. L'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Belgique possèdent un fichier positif qui recense l'encours de tous les crédits contractés par des particuliers. Le fichier allemand, créé en 1927, était à l'origine celui de l'entreprise privée qui produisait et distribuait l'électricité. Lorsque cette société se lança dans la vente de produits électroménagers, elle utilisa ce fichier pour distinguer les bons payeurs des mauvais et proposer aux seuls clients solvables d'acheter à crédit leur frigidaire ou leur aspirateur. Les employés chargés de relever les compteurs encaissaient les mensualités des crédits en même temps que les factures d'électricité. Aujourd'hui, afin de sécuriser leurs transactions, 2000 commerçants et autant de banques continuent d'utiliser ce fichier. En Allemagne, notre fichier recense plus de 64 millions de personnes de plus de 18 ans. C'est-à-dire que tout citoyen est dans le fichier. Cette institution a pour objectif de rendre l'accès au crédit des particuliers le plus facile et le plus rapide possible. Tous les crédits contractés sont recensés, c'est-à-dire compte courant, crédit, téléphone portable, etc. Nos données sont enregistrées pendant 3 ans avant d'être effacées en fin d'année. Autrement dit, tout crédit est enregistré jusqu'au paiement final, plus 3 ans. Pourquoi ? Les particuliers qui demandent un crédit ne sont en général pas connus en dehors de leur banque de proximité. Mais ils démarchent aussi d'autres banques pour comparer les conditions. Par exemple, s'ils veulent s'acheter une voiture, la Schufa est là pour que le financement du crédit se déroule le plus facilement possible et qu'ils ne soient pas obligés d'apporter leur fiche de paye, etc.
Nous partons du principe que le citoyen est le premier à décider s'il veut un crédit, avant que les banques ne le contactent dans ce but. Nous sommes en contact étroit avec la Banque mondiale qui compare ces données au niveau international. Or, elle a constaté que dans les pays où il n'existe que des fichiers négatifs, sur 100 demandes de crédit, 50 sont refusées. En revanche, dans ceux où il existe des fichiers positifs, seules 20 demandes sont rejetées, alors que les risques sont les mêmes. Autrement dit, l'enregistrement des données positives permet surtout un traitement plus qualifié des demandes de crédit. Si le fichier positif privé allemand facilite l'accès au crédit, il ne protège pas les consommateurs du surendettement. En 2006, l'Allemagne enregistrait une hausse de 22% du nombre de ménages surendettés. Un fichier public permettrait-il de sécuriser davantage les transactions entre prêteurs et emprunteurs? Le débat est lancé. Si fichier positif il devait y avoir en France, il vaudrait mieux que ce soit un fichier positif public. Puisque, quand je dis public, qu'il soit géré par un organisme public tel que la Banque de France. Si fichier positif privé, ça veut dire que les utilisations éventuelles du fichier seraient peut-être pas toutes maîtrisées. Alors il est clair que si on ne règle pas le problème rapidement et qu'on ne prenne pas des positions, le risque de création de fichiers positifs privés existe, et ça peut d'ailleurs être des fichiers positifs privés offshore, si j'ose dire, qui se situent à l'étranger, pour ne pas être soumis à la loi française. Et donc on a là un problème récurrent sur lequel il va falloir sans doute réfléchir, c'est vrai. Un fichier public permettrait sans doute de mieux contrôler le secteur bancaire. Reste que 3 situations de surendettement sur 4 sont provoquées non pas par un excès de crédit, mais par un accident de vie. Ce contre quoi aucun fichier public ou privé ne peut rien. Il y a déjà quand même bien une vingtaine de personnes. Madame Ferrandin m'a dit que En Mayenne, c'est la première fois qu'il y a une bataille des locataires pour faire que, après la réhabilitation et les hausses de loyer, parce que c'est bien ça l'enjeu, que vous puissiez rester dans vos logements. Les conséquences, on les connaît. Les conséquences, c'est soit on se retrouve à la rue parce qu'on ne peut pas payer les loyers, sans compter que le loyer, bien souvent, c'est ce qu'on paye en premier parce qu'on a absolument besoin d'un toit. Alors on supprime quoi? Les loisirs, le cinéma, les sorties, on achète moins de chaussures, moins de vêtements, un peu moins de viande. On connaît le processus. D'ailleurs, on me disait que dans la cité, il y a déjà des gens qui ont cherché à partir parce qu'ils savaient qu'ils ne pourront pas payer les loyers. 425 euros. 425 euros. Sans les charges. Avec les charges. Ah oui, d'accord. Et comment vous avez l'APL ou pas? Non. Non. Je connais le truc parce que de toute façon, au niveau des appels, je gagne trop. Alors, je gagne pas assez, mais je gagne trop. Voilà. Oui, ça c'est fait pour vous tourner vers le privé. Le privé gagne des sous. Voilà. Malheureusement, les HLM, c'est des loyers, ce sont de plus en plus des loyers inaccessibles pour les familles. Oui, bien sûr. On a droit, c'est notre souci, nous, à la CNL, c'est le lien entre les ressources des locataires et leur charge logement. Aujourd'hui, la charge logement, elle dégrade le pouvoir d'achat des familles. Tout le monde reconnaît que le logement est en crise, mais il est en crise parce qu'on manque de logement, mais il est en crise aussi, pire qu'en 1954 au moment de l'appel de l'abbé Pierre, parce qu'aujourd'hui, quand on construit des logements, les gens n'ont plus les moyens de payer les loyers pour y accéder. C'est là où il y a une crise beaucoup plus grave. Il doit y avoir à peu près, comme locataires dans les logements sociaux, 70% des locataires qui sont au niveau du SMIC. Et il y en a presque 50% qui sont au niveau du seuil de pauvreté. Alors vous imaginez que vous n'êtes pas les seuls, ça ne doit pas vous conforter d'ailleurs. Mais moi... je dois de l'argent au niveau des HLM parce que j'ai du mal à y arriver. Malgré que je suis en CDI, j'essaie de payer tout le monde, j'y arrive pas. Bon, mais ça n'empêche pas qu'on vit quand même dans la misère. Moi, j'ai pas d'autre solution à vous, j'ai pas de solution miracle à vous donner. Il n'y a qu'une chose que je sais, c'est que si on se bat pas, on n'aura rien.
Alors faut espérer qu'il y a quelque chose qui bouge quand même, parce qu'on en a marre là. Faut quelque chose qui bouge, faut qu'on bouge nous. Parce que là... Maintenant que les autres bougent, ça bougera pas beaucoup. Mais si vous restez ensemble, tous unis, vous verrez qu'on arrivera à faire sauter tout ça et qu'ils ne pourront pas s'en prendre à qui que ce soit. Non mais on fait ce qu'on peut, mais on le ferait beaucoup mieux s'il y avait plus de monde à bouger, c'est tout. Il n'y a pas de mystère. Presque tous les dossiers de surendettement comportent des arriérés de charges, souvent liés au logement. Et partout en Europe, les sociétés HLM doivent faire face à un nombre croissant d'impayés. Aux Pays-Bas, l'organisme de logement social Smallingerland s'est lancé dans une opération pilote. Proposer à ses locataires en difficulté une assistance budgétaire qui peut aller jusqu'à la mise sous tutelle. Wij hebben speciale aandacht voor mensen die een smalle beurs hebben. Nous portons une attention particulière aux gens qui disposent d'un faible pouvoir d'achat. Mais nous voulons que nos locataires paient leur loyer. Un accord est un accord, un bail est un bail. Et il faut que le loyer soit payé. Mais nous comprenons qu'il est parfois difficile pour certaines personnes de respecter ce contrat. Et si ces personnes rencontrent des problèmes, nous voulons bien les aider à payer leur loyer. Nous nous donnons du mal pour leur apporter notre aide, mais il faut quand même que ce soit elles qui nous contactent et nous expliquent leurs problèmes. Par exemple, s'il y a plusieurs créanciers, s'il s'agit d'un problème de dette multiple. Le locataire doit s'adresser à nous pour nous expliquer sa situation et dans ce cas-là, nous faisons de notre mieux pour trouver une solution avec lui. Parfois, nous lui donnons simplement un conseil et parfois, nous lui proposons d'administrer son budget. J'étais très endettée et il est arrivé un moment où on m'a dit qu'on allait m'expulser. Ces dettes correspondaient à des arriérés de loyer et de charges, à des choses importantes et à quelques notes de téléphone, celle du portable de ma fille. Au total, ça montait à 5 ou 6 000 euros. C'était pas beaucoup, mais quand même, il faut bien payer. Je suis contente que la société HLM ait réagi aussi vite. Ils m'ont dit, vous ne pouvez plus vous en sortir. On va vous aider, sinon vous êtes à la rue. Heureusement, on a pu éviter ça. Je suis allée les voir et là, le travailleur social m'a expliqué que la société HLM Smallingerland, dont j'étais locataire, proposait une nouvelle mesure qui pouvait m'aider. Si vous avez des dettes, on vous assiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a tout expliqué en détail et après, on m'a présenté Jeannette. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai dû tout apporter, même les relevés bancaires que j'avais cachés. Parce que naturellement, on cache tout. On ne supporte plus de voir ces factures. J'ai rempli un grand sac et ensuite je me suis assise à côté d'elle. Elle a tout trié et puis elle a dressé une liste. On va commencer par ça. C'est ça qui te pose le plus de problèmes. Depuis, toutes les semaines ou tous les 15 jours, j'apporte une enveloppe avec mes factures et c'est Jeannette qui s'en occupe. Ça fait 4 ans maintenant et ça se passe très bien. On me laisse 70 euros par semaine, c'est parfait. Je n'aimerais plus faire autrement. Parfois, c'est pénible quand on a besoin de vêtements ou quand ma fille a besoin de quelque chose, parce qu'il faut demander de l'argent en plus. Je n'ai pas accès à mon compte. Mais à l'avenir, je pense que j'aurai beaucoup de mal à m'occuper de nouveau de tout moi-même. Je pourrais facilement retomber dans l'idée, j'ai un peu d'argent en plus, je vais pouvoir m'acheter des trucs que je ne pouvais plus m'acheter. Maintenant, il faut que j'économise. Alors qu'avant, je pensais que ça n'était pas nécessaire. Alors que si. Je verrai bien. On ne peut pas prédire l'avenir. En fait, j'ai pas envie d'y réfléchir.
Pour aider les personnes à sortir de leurs difficultés financières, plusieurs pays européens se sont dotés de mesures administratives ou judiciaires. En France, la loi Niertz de 1989 a sorti le surendettement du face-à-face entre créanciers et débiteurs en mettant en place des commissions de surendettement. Ces commissions, gérées par la Banque de France, sont chargées d'établir des plans de réaménagement de dettes. Mais devant des situations de plus en plus difficiles, ce système a lui aussi montré ses limites. Et depuis 2003, la loi Borloo a instauré une faillite civile qui donne la possibilité aux juges d'effacer les dettes des personnes aux trop faibles ressources. La grande difficulté pour trouver des réponses, que ce soit aux situations de surendettement ou aux questions d'accès au crédit, les deux sont extrêmement liés, c'est la présence de jugements moraux. On n'a pas un rapport neutre au crédit et à l'argent, on a toujours la question du bon usage de l'argent, des valeurs morales qui sont très présentes. Et le problème, c'est tant dans la finalité de l'usage du crédit que dans les décisions qui vont être prises en cas de difficulté de remboursement. Vous avez la présence de jugement moral. Dans le cadre du plan de surendettement, quand il a été discuté la question du rétablissement personnel, c'est-à-dire cette espèce de faillite civile, un des arguments des opposants était de dire ça va ouvrir les portes au n'importe quoi, tout le monde va emprunter en se disant de toute façon j'ai plus de risques, on m'effacera mes dettes. Mais c'est quelque chose qui intervient déjà uniquement dans les cas où il n'y a plus d'autres solutions. Et de toute façon, à quoi bon punir les personnes qui ne peuvent plus rembourser, qui n'ont vraiment plus d'espoir un jour de rembourser leurs dettes, si ce n'est de les maintenir la tête sur l'eau uniquement pour dire elles sont punies. C'est uniquement du domaine du moral. Rationnellement, ça n'a pas d'intérêt d'empêcher les gens de retomber sur leurs pieds. La chute qu'ils ont faite pour arriver au point de ne plus pouvoir rembourser est déjà une punition en soi, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que Madame Fanet est arrivée? Approchez, Madame. Bonjour, Madame. Oui, donc c'est une demande formée par le propriétaire de Madame qui sollicite l'expulsion de Madame au regard du fait que celle-ci a des loyers qui sont impayés depuis, je crois, 2005. Alors, pas 2005, Madame. Des petits bouts, on va dire, au début 2006, mais en tout cas, pour arriver à 3 000 euros, ça représente quand même un certain nombre de... Enfin, il y a beaucoup, en tout cas, d'irrégularités dans le paiement. Vos difficultés, Madame, viendraient de ce que le loyer serait trop cher. Un peu, oui. Voilà, par rapport à ce que vous supportiez auparavant. Et qu'en déménageant en Charente-Maritime, vous êtes passé d'un loyer de 400 euros environ à 670 euros. Et que, parallèlement, vous avez perdu une partie de vos prestations sociales en raison de l'âge de vos enfants. Quelle est votre situation financière à l'heure actuelle? Eh bien là, je suis justement avec Madame Bonnemaison, je suis en train de faire un dossier de surendettement. Vous faites un dossier de surendettement? Oui. Donc je vois que vous avez 7 crédits à la consommation par ailleurs. Oui. Et il est indiqué que le montant des 7 crédits à la consommation représente 425,86 €. Le problème, c'est que avec les crédits, là, j'ai eu des saisies sur mes comptes, voilà, c'est ça. Vous avez eu des saisies sur les comptes bancaires? J'ai eu des saisies, oui. Et quand vous avez une saisie sur le compte bancaire, vous pouvez demander la mise à disposition de tout ce qui est insaisissable du montant. On peut prélever même par votre saisie. Alors normalement, c'est indiqué dans les imprimés qui vous sont remis, mais votre compte bancaire, on ne peut pas saisir l'intégralité du compte bancaire. Vous pouvez demander la mise à disposition, 1, du RMI, et 2, de la partie insaisissable du salaire. Alors sur 1300 € avec 3 enfants à charge, on peut saisir sur votre compte bancaire que 162,67 €. Eh oui, mais c'était fait. Moi, quand je m'en suis aperçue, la banque m'a prévenu, c'était fait. Oui, mais lorsqu'elle vous a prévenu, il fallait aller voir la banque pour dire qu'il fallait réduire. Enfin bon. Donc vous souhaitez rester dans les lieux en rattrapant le retard, ça vous conviendrait? Pour l'instant, oui. Parce que quitte à ce que vous retrouviez. Oui, j'entends bien. Vous savez, la commission de surendettement... Oui, non, mais moi je suis là pour défendre le propriétaire. Donc si j'acquiesce dans votre sens, alors qu'évidemment le propriétaire à qui je vais transmettre les propositions de Madame ne va pas acquiescer, je ne fais pas non plus mon travail. Donc c'est vrai que le propriétaire à qui il va être opposé des délais de paiement avec une suspension de la clause, il ne va pas comprendre non plus trop la logique de la justice. Mais la décision du juge n'est jamais évidente, on n'est jamais certain d'avoir pris la meilleure décision. On essaie de trouver ce qui nous semble le mieux, mais on est toujours dans un pari, surtout dans de telles matières, c'est-à-dire que ça a dépendu des éléments de fait qui nous ont été soumis.
et donc la capacité des gens à nous apporter ces éléments de fait, d'invoquer ce qu'il faut. On travaille vraiment dans le relatif le plus absolu. Or, on le voit, nombre de ces débiteurs sont souvent épuisés par leur situation, usés, et lorsqu'une nouvelle difficulté survient, ils ont l'impression que c'est terminé et qu'ils n'y arriveront pas. Et là, on voit bien que ce qu'il faudrait derrière, c'est le suivi social. Alors, le législateur l'a dit dans la loi de 2003, dans la loi Borloo, que le juge pouvait prendre des mesures de suivi social, mais n'a pas défini ce qu'était cette mesure de suivi social, c'est-à-dire qui l'a fait, quels sont ses pouvoirs, dans quelle durée. Bien. Dès lors que tous ces éléments-là ne sont pas définis, il est impossible de mettre en œuvre cette mesure de suivi social qui, dès lors, n'a plus qu'un effet soit incantatoire, soit purement rituel. Enfin, c'est uniquement un vœu pieux, mais totalement inefficace. Nous sommes clairement confrontés, nous, à notre impuissance par rapport à certaines situations. Le juge peut effacer les dettes, c'est pas lui qui va créer de l'emploi là où il n'y en a pas, créer du pouvoir d'achat là où il n'y en a plus. Et aussi créer une capacité de gérer ces situations de la part du débiteur là où celui-ci est incapable de le faire. Aux Pays-Bas, une procédure judiciaire prévoit elle aussi un effacement de dette qui intervient quel que soit le niveau de revenu des personnes et le montant des sommes à rembourser. En contrepartie, durant les 3 années que dure la procédure, les débiteurs doivent respecter un code de bonne conduite. Oké, nou, u zit in de schuldsaneringsregeling sinds oktober 2005. En u had op dat moment een schuldenlast van zo'n €50.000. En zoals u weet moet u om de schuldsaneringsregeling met een schone lei te eindigen voldoen aan verschillende verplichtingen. U moet de bewindvoerder goed informeren, u moet solliciteren, u moet maandelijks de boedelafdracht betalen en u mag geen nieuwe schulden maken. En nou constateer ik op basis van de informatie die ik van de bewindvoerder heb gekregen dat het toch nog steeds niet goed gaat met de regeling. Ja, ik ben al eigenlijk in principe bijna 4 maanden niet buiten geweest. Maar hij brengt de kleine naar school. Ja, dat durf ik gewoon niet eens naar de huisarts. En wie zijn ze? Wie gaat u daarbij Dat is mijn maatschappelijke werker Ruud Jansen en van die ambulante hulpverlening. Ja, en hoe vaak komt die ambulante begeleider? Die komt 1 keer in de week. 1 keer per week. En het maatschappelijk werk? Ja, ik heb 3 voogden en ja, ik kom je ook niet uit. Nee. 3 voogden in 1 gezin. Kijk, dan word je zelf ook helemaal kierig. Dus u zegt eigenlijk van, nou, ik ben ook meer bezig met het op orde houden voor mijn gezin dan met solliciteren voor de schuldsaneringsregeling. Dat lukt me gewoon niet. Is dit nieuw voor u, mevrouw Ording? Of wist u dit al? Nee, we weten wel dat mevrouw, dat was ook bij de vorige zitting besproken, dat die problemen die waren er toen ook al. En ondanks dat zijn er toch een aantal duidelijke afspraken gemaakt. Gerichte sollicitatiebrieven en bewijzen moet u toesturen naar mevrouw Ording. Even kijken. Nou, ook weer dat kost 4 keer per maand kost dat ook postzegels, enveloppen. Dan moet ik dat allemaal van die €75 doen. Maar tegelijkertijd zeg ik, wilt u van uw schuld van €50.000 af in die 3 jaar, dan staat er wat tegenover. En dat is zoeken naar werk en bewijsstukken overleggen. En dat kost dan inderdaad een postzegel. Maar ja, er staat nogal wat op het spel voor u. Ja, maar goed, ik heb wel 1 lopen hoor. Bij een schoonmaakbedrijf voor 3 uurtjes. Maar ja, ik heb daar vergeten kopie van te maken, maar het lijn loopt wel. Ja. Nou, dat begrijp ik ook. Ik begrijp ook uit wat u mij vertelt dat u uw handen vol heeft aan de thuissituatie. En dat, ja, een schuldsaneringsregeling is een extra belasting. Dat realiseer ik me ook. Daarbij wordt veel van u gevraagd. Nou, het is zo, wij kwamen in de schuldsanering en vlak daarna kreeg ik dat huis. En we hebben 4 jaar een beetje rondgezworven. Dus ja, ik heb gewoon echt een jaar nodig gehad om bij te komen in mijn huis. Alles op orde te krijgen. Ja. Ik ben nog helemaal niet op orde. Het lukt me gewoon niet. Ook niet met de hulp die u heeft? Jawel, nu. Ja. Langzaam maar zeker. Langzaam, het komt maar langzaam op gang. Ik heb een dossier met stukken. U bent hier eerder geweest. U heeft verteld wat u wilde vertellen. U heeft ook gezegd dat u uw uiterste best gaat doen. En ik ga nou over de zaak nadenken en ik doe volgende week uitspraak. Dus daarmee is de behandeling afgerond. Goed? Oké. Bedankt voor de komst en de toelichting. Ja.
La procédure d'assainissement de dette dure 3 ans. Et pendant ces 3 ans, le débiteur doit respecter 4 obligations principales s'il veut que ses dettes soient effacées. La première de ces obligations est de payer chaque mois un certain montant à ses créanciers. On calcule la somme dont il a besoin pour vivre au quotidien et celle qu'on attribuera au remboursement de ses dettes. On est obligé de réserver le maximum des revenus pour les créanciers. Ça veut dire que pour bénéficier de cette procédure, il faut que vos revenus et vos dépenses soient équilibrés. Au cours du premier jugement, on nomme un tuteur et un juge-commissaire. Pendant les 3 années de la procédure, le tuteur devra rester en contact avec le débiteur. Le débiteur doit prouver qu'il recherche vraiment un emploi. S'il a un emploi ou s'il travaille au moins 36 heures par semaine, alors c'est parfait. Sinon, il doit postuler activement. Le débiteur doit envoyer au moins 4 lettres de candidature par mois et transmettre à son tuteur les copies de ces lettres ainsi qu'une copie de l'annonce à laquelle il répond. Il doit aussi s'inscrire auprès d'au moins 4 agences d'intérim et auprès du CWI. C'est une agence néerlandaise d'aide à la recherche d'emploi. Là aussi, il doit fournir les justificatifs de ses démarches. Les banques bloquent automatiquement le compte du débiteur. Dès que quelqu'un entame la procédure d'assainissement de dette, son compte est bloqué, même si le solde est positif. À partir de là, c'est le tuteur qui donne la permission de débloquer le compte. S'il y a un solde positif, le tuteur peut décider qu'une partie de la somme soit virée sur le compte réservé aux créanciers. Au début de la procédure, le tribunal informe la Poste, qui n'envoie plus alors le courrier au client, mais directement au tuteur. Le courrier de nombreuses personnes est trié tous les jours. On regarde s'il y a des documents susceptibles de poser des problèmes, s'il y a de nouvelles dettes, si la personne compte déménager, si elle va toucher un héritage. Voilà le genre de choses que l'on surveille. En principe, la procédure d'assainissement de dette dure 3 ans. Au bout de ces 3 ans, le juge décide si la personne peut bénéficier de l'effacement de ses dettes. Elle l'obtient à condition d'avoir respecté toutes les obligations durant cette période. Si c'est le cas, les choses sont réglées et dès lors, les créanciers ne pourront plus faire pression sur elle. Le débiteur peut continuer à payer ses dettes s'il le désire, mais il n'en a plus l'obligation. Et nous constatons que 70% de ces procédures s'achèvent réellement par un effacement de dette au bout des 3 ans. Aujourd'hui, les pouvoirs publics européens recherchent un équilibre entre responsabilisation des consommateurs et encadrement des pratiques bancaires. Ils s'interrogent sur les réponses à apporter au surendettement et envisagent une action commune. Le fichier positif allemand commence à partager ses données avec les fichiers hollandais et italiens. À Vienne, un réseau européen de lutte contre le surendettement et l'exclusion bancaire va étudier la possibilité d'exporter les procédures judiciaires adoptées par certains pays. Ces mesures suffiront-elles pour lutter durablement contre l'exclusion sociale? Mèneront-elles à une vraie politique de redistribution des richesses?